Dans la pluie trempée, salle d'urgence d'une petite montagne-ville, la vétérinaire abaissa son stéthoscope et secoua sa tête. Son cœur a arrêté. Il n'y a rien plus nous pouvons faire. La pièce tomba en silence. L'espoir draina de chaque visage. Alors, les portes éclatèrent ouvertes. Un ancien Navy SEAL s'avança, yeux brûlants avec silencieuse résolution, son loyal berger allemand à son côté. Il plaça ses mains sur le chien sans vie et murmura « Pas encore ». Ce qui arriva ensuite laisserait tout le monde gelé en incrédulité et leur rappellerait que miracle ne suivent pas toujours les règles. Avant nous commençons, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et restez avec nous. La pluie balaya à travers la montagne-ville en fines glacées feuilles, tapant les fenêtres et brouillant les lumières de la rue en tremblantes auréoles. La nuit se sentit lourde, comme si les nuages eux-mêmes retenaient leur souffle. Jacob Miller marcha maison avec ses épaules légèrement voûtées contre le froid, bottes éclaboussant à travers peu profondes flaques sur l'asphalte fissuré. À 35, il se portait comme un homme plus âgé que ses années, grand, aux larges épaules, avec la maigre, disciplinée carrure de quelqu'un qui avait une fois vécu par stricte routine et plus bruyantes règles. Ses cheveux marron foncé étaient coupés courts, pratiques, et une trace de barbe de 3 jours bordait sa mâchoire, donnant à son visage un air en permanence vieilli. Les gens en ville le voyaient comme calme, fiable, un homme qui réparait choses cassées sans poser de questions. Il ne voyait pas les nuits, il dormait légèrement, ou la manière bruite soudaine encore sereine sa poitrine avant son esprit pouvait rattraper. À côté de lui marchait Max, un berger allemand dont la présence remplissait le étroit trottoir comme une constante promesse. 5 ans vieux, noir et feu, avec une puissante poitrine et dressé alerte oreille, Max se déplaçait avec une calme confiance qui attira des regards étrangers. Ses yeux ambrés ne manquèrent rien. Il y avait une vieille cicatrice près de son épaule, à moitié cachée sous épaisse fourrure, et une patience dans son regard qui suggérait il avait appris il y a longtemps quand agir et quand attendre. Max n'était pas juste un chien. Il était la constante de Jacob, la seule vivante chose qu'il avait suivie hors de la guerre et dans cette plus calme, plus solitaire vie sans hésitation. Ils étaient presque passés la vieille route industrielle quand Max s'arrêta si soudainement. Jacob faillit trébucher sur lui. Les oreilles du chien claquèrent en avant, son corps se raidissant, nez se levant pour tester l'air. Un bas lointain son roula à travers la pluie. Métal gémissant, bois s'éclatant, suivi par un sourd fracas qui résonna du flanc de la montagne. Jacob sentit le changement instantanément. Ce vieil instinct, enterré mais jamais parti, remonta à la surface. « Qu'est-ce que c'est, garçon ?» il murmura, bien que Max le tirait déjà vers la pente sous la route. Lumières de travail vacillèrent au loin près de l'entrepôt de fournitures de sauvetage au bord de la ville. Le bâtiment était vieux, utilisé pour stocker équipements donnés et abris temporaires. Comme Jacob et Max coururent plus près, l'odeur de béton mouillé et poussière mélangée avec pluie remplit l'air. Un petit groupe de personnes se regroupa près de la structure partiellement effondrée, leur voix aiguë de panique. Un jeune volontaire se tenait près de l'entrée, pluie collant ses clairs bruns cheveux à son front. Il avait l'air à peine 20, mince et pâle, tache de rousseur nette contre sa peau. Son badge lisait « Noah ». Quand il vit Jacob, soulagement et peur entrèrent en collision sur son visage. « Le toit céda », Noah dit rapidement, mot tombant dehors. Nous sortîmes tout le monde, sauf le chien. Le chien de recherche, il était à l'intérieur. Jacob ne répondit pas. Il scannait déjà la scène, yeux se déplaçant sur poutres cassées et étagères tordues. Max glissa en avant bas au sol, reniflant à travers les débris. Alors le chien s'arrêta et laissa échapper un doux, urgent gémissement. Ils le trouvèrent sous un tombé métallique support. Le chien de sauvetage était un autre berger allemand, plus jeune que Max, avec un sable manteau saupoudré gris de poudre de béton.
Un harnais rouge encore s'accrochait à son corps, déchiré à un côté. Une patte gisait à un angle non naturel, et sa poitrine, Jacob regarda, espérant, ne se leva pas. Ses yeux étaient à moitié ouverts, non focalisés, reflétant la dure blanche lumière au-dessus. Une femme s'agenouilla à côté d'eux, ses mains tremblant comme elle aida à dégager les débris. Elle était dans ses 50 ans, aux bras forts, cheveux striés de gris et tirés en arrière étroitement. Le genre de femme qui prenait en charge dans les urgences parce que personne d'autre ne le ferait. Son nom est Scout, elle dit rauquement. Il a tiré des gens hors de fossé. Enfant, il ne peut pas juste. Sa voix se brisa et elle se détourna. Jacob souleva Scout soigneusement, sentant son poids s'installer dans ses bras. Max pressa près, montant la garde, son corps tendu mais silencieux. Ils se déplacèrent rapidement vers le camion de Jacob, pluie trempant à travers la veste de Jacob, comme il conduisait vers la clinique vétérinaire d'urgence, une main agrippant le volant, l'autre calée près de la forme immobile de Scout. La clinique brillait trop vivement contre la sombre autoroute. À l'intérieur, l'air était chaud et sentait l'antiseptique et la fourrure humide. Une vétérinaire s'avança immédiatement. Une femme dans ses mi-40 ans, avec des cheveux auburn tirés en un chignon serré, vif brun-yeux, et une posture qui rayonnait calme autorité. Dr. Sarah Klein avait l'air de quelqu'un qui avait appris comment rester stable en la présence de chagrin. Ils transférèrent Scout sur la table métallique. Dr. Klein y travailla rapidement, écoutant pour un battement de cœur, vérifiant pupilles, sentant pour la respiration. Une jeune infirmière vétérinaire planait à proximité, cheveux blonds en une queue de cheval, mains serrées trop fort autour de son presse-papier. Ses yeux clignotèrent nerveusement entre Scout et Jacob. Secondes s'étirèrent. Alors Dr. Klein se redressa, son expression s'adoucissant avec quelque chose proche de regret. « Je suis désolée, » elle dit doucement. « Il n'y a pas de battement de cœur, pas de respiration. » Les mots s'installèrent lourdement sur la pièce. L'infirmière baissa les yeux, avalant difficilement. Quelque part derrière Jacob, quelqu'un marmonna une malédiction. Max s'assit aux côtés de Jacob, queue immobile, yeux fixés sur la poitrine immobile de Scout. Jacob sentit la familière douleur s'ouvrir en lui, une vieille blessure se déchirant le long d'une couture qu'il pensait avait guéri. Il ne recula pas quand Dr. Klein tendit la main pour une couverture. Au lieu de cela, il s'avança. « Donnez-moi 1 minute, » il dit. Sa voix était basse, contrôlée, mais il y avait un tremblement en dessous qui trahissait combien d'efforts ce contrôle exigeait. Dr. Klein hésita, l'étudiant. La posture rigide, la respiration prudente, les yeux qui contenaient plus d'histoire qu'il ne disait à voix haute. « Monsieur, ceci n'est pas la RCP, » Jacob ajouta doucement. « Pas exactement. » Il plaça ses mains sur la poitrine de Scout, plus bas que l'infirmière attendait. Doigts écartés avec délibérée précision. Ses mouvements n'étaient pas frénétiques. Ils étaient mesurés, pratiqués, comme s'ils suivaient une séquence gravée profondément dans la mémoire musculaire. Max se pencha en avant, laissant échapper un tranquille souffle, ses oreilles inclinées vers Jacob comme si écoutant. Jacob se pencha près de l'oreille de Scout. Sa voix tomba à un murmure destiné à une seule âme. « Reste, » il murmura. « Tu n'as pas encore fini. Ne nous lâche pas. » Il pressa, relâcha, ajusta ses mains, puis pressa de nouveau, appliquant une subtile pression dans un motif que personne dans la pièce ne reconnaissait. La pluie tambourina plus fort contre les fenêtres, faisant claquer le verre comme des doigts impatients. L'infirmière regarda avec de grands yeux, incertaine si intervenir ou prier. Dr. Klein fit un pas plus près, doute et curiosité se faisant la guerre sur son visage. Elle tendit la main pour la couverture et se figea. « Tendez », elle dit brusquement, ses doigts planant dans l'air, ses yeux fixés sur la cage thoracique de Scout. « Avez-vous vu ça? » La pièce tomba dans un soudain,
silencieux souffle et immobilité. Je pense que sa poitrine vient de bouger. La pluie s'était adoucie en une fine brume au moment où la clinique s'installa dans un calme mal à l'aise, le genre qui suit un choc trop grand pour traiter tout à la fois. Dans le box d'urgence, personne ne parla au-dessus d'un murmure. Le burger allemand sur la table, Scout, gisait enveloppé dans de chaudes couvertures, oxygène circulant en doux, rythmique taille. Sa poitrine bougeait maintenant faiblement, mais indéniablement, comme si la vie elle-même testait le sol avant de s'engager à se tenir debout. Dr. Sarah Klein se tenait aux côtés de Scout, ses cheveux auburn toujours tirés serrés à la nuque de son cou, mèches s'échappant malgré ses meilleurs efforts. Elle n'était pas une femme dramatique. Des années de travail d'urgence l'avaient façonnée en quelqu'un de pratique, composé et tranquillement compatissant. Ses bruns yeux, encadrés par de fines lignes gagnées à travers de longues nuits et de dures issues, étudiaient en des moniteurs avec professionnel focus. Mais sous ce focus était quelque chose d'instable. Elle avait déclaré une mort minute plus tôt. Maintenant, elle regardait un battement de cœur où il n'y aurait dû y en avoir aucun. Le pouls est faible, elle dit calmement, bien que ses doigts tremblaient juste assez pour trahir ses pensées. Mais ça tient. La jeune infirmière Tessa planait à proximité, pâle et les yeux écarquillés. Elle était dans ses mi-20 ans, mince avec de clairs blonds cheveux tirés en une queue de cheval qui continuait de glisser lâche. Elle avait choisi la médecine vétérinaire parce qu'elle aimait les animaux, pas parce qu'elle appréciait se tenir au bord de la perte. Cette nuit testait ce choix. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Elle murmura, regardant de Scout à Jacob comme si s'attendant à ce qu'il explique. Jacob Miller ne dit rien. Il se tenait un pas en arrière de la table, mains reposant sur le bord en acier, épaules carrées mais rigides. De près, les lignes dans son visage semblaient plus profondes, sculptées par des années de soleil, tension et décisions qui ne pouvaient pas être défaites. Ses yeux étaient fixés sur Scout, mais ses pensées étaient ailleurs, quelque part plus sombres. Il connaissait ce moment. Il l'avait vécu avant. L'attente était pire que l'action. À son talon, Max s'assit parfaitement immobile, yeux ambrés ne quittant jamais le chien blessé. Sa posture était protectrice sans être agressive, une tranquille sentinelle. Occasionnellement, sa queue donna le plus petit mouvement, plus réflexe qu'expression, comme s'il comptait les respirations. Scott fut déplacé aux soins intensifs juste avant l'aube. Les portes de la clinique glissèrent fermées derrière la civière, et avec elles s'en alla l'urgence immédiate. Ce qui resta était le poids de ce qui était arrivé et ce que cela pourrait signifier. Au matin, la nouvelle avait voyagé. Ashridge n'était pas une ville qui gardait bien les secrets. Au moment où Jacob sortit dans la grise lumière du début de journée, il y avait déjà des gens rassemblés de l'autre côté de la rue de la clinique. Certains tenaient des téléphones, d'autres se tenaient simplement, murmurant, visage tendu de curiosité et d'admiration. Un homme en une pluie trempée veste pointa ouvertement. Une femme joignit ses mains comme en prière. « C'est lui », quelqu'un murmura. « Celui qui a ramené le chien. » Jacob sentit sa poitrine se serrer. Il tira sa veste plus près et attacha la laisse de Max, gardant son regard en avant comme il passa. Max resta près, sa présence un poids stable contre la jambe de Jacob. Mais même lui semblait plus alerte que d'habitude, oreilles pivotant à chaque son. Jacob n'avait pas voulu cela. Il avait appris il y a longtemps que l'attention était rarement inoffensive. Dans la marine, être remarqué signifiait souvent que quelqu'un était sur le point d'être blâmé. À midi, les lignes téléphoniques de la clinique étaient submergées. Des appels arrivèrent des locaux, puis des villes voisines. Un officiel du comté s'arrêta, son costume trop propre pour le bâtiment, son sourire pratiqué. Il parla en ton prudent sur la responsabilité et les protocoles. Dr. Klein écouta avec ses bras croisés, son expression neutre, bien que l'irritation clignotât derrière ses yeux. « Nous stabilisons le patient », elle dit fermement, « c'est notre priorité. »
Mais les questions continuèrent à s'accumuler, toutes tournant autour du même point inconfortable. Qu'avait Jacob fait exactement? Dans un petit bureau hors du couloir, Jacob était assis seul. Max s'étira à ses pieds. La pièce sentait faiblement le café et le désinfectant. Jacob fixa ses mains, les tournant paume vers le haut, puis vers le bas, comme si cherchant des preuves de ce que d'autres croyaient qu'il possédait. Un faiseur de miracles, il l'appelait maintenant. La phrase lui fit tourner l'estomac. Dr. Cleaney entra doucement et ferma la porte derrière elle. Elle s'appuya contre le comptoir au lieu de s'asseoir, étudiant Jacob avec un mélange de gratitude et de préoccupation. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, » elle dit doucement, « et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. » Jacob rencontra son regard. « Je le suis toujours. » « Ce que vous avez fait la nuit dernière, » elle continua, choisissant ses mots soigneusement, « n'était rien que nous enseignions, ce n'était pas la RCP, ce n'était pas de la stimulation ou de la défibrillation. Si quelqu'un d'autre l'essayait sans comprendre, il pourrait nous faire de graves dommages. » Jacob hocha la tête lentement. « Je sais. »« Alors pourquoi le faire? » elle demanda. « Pourquoi prendre ce risque? » Il détourna le regard, mâchoire se serrant. Pour un moment, il sembla qu'il ne répondrait pas. Alors il parla, sa voix basse. Parce que parfois ne rien faire est le plus grand risque. Dr. Klein ne pressa pas plus loin. Elle pouvait voir le poids qu'il portait, lourd et vieux. Au lieu de cela, elle dit « Scout est vivant, faible mais vivant. Quoi qu'il arrive ensuite, cela compte. » Hors du bureau, la tension continua à monter. Le soir, Jacob remarqua des gens le suivant, avec leurs yeux partout où il allait. Certains lui sourirent avec quelque chose proche de révérence. D'autres regardèrent avec lassitude, suspicion aiguisant leurs expressions. Il entendit des fragments de conversation dans la salle d'attente. « S'il peut faire ça, » un homme dit doucement, « pourquoi ne travaille-t-il pas pour le gouvernement? » « Le chien de ma sœur est malade, » une autre femme murmura. « Peut-être qu'il pourrait. Il n'aurait pas dû toucher cet animal. » Quelqu'un d'autre marmonna. « Et si ça va mal? » Jacob quitta la clinique avant la nuit tombante, le poids de ses voix pressant contre son dos. Il conduisit maison en silence, la tête de Max reposant contre la porte, yeux mi-ouverts, mais alerte. La route serpentait à travers les arbres, brume s'enroulant bas sur l'asphalte. Les montagnes se dressaient sombres et immobiles, témoins indifférents. À la cabine, Jacob nourrit Max et s'assit à la petite table de cuisine avec une tasse de café qu'il oublia de boire. Les murs étaient nus, le mobilier d'occasion. C'était une vie réduite aux nécessités. Il l'avait choisi ainsi. Moins de choses signifiaient moins de rappels de ce qui pourrait être perdu. Max s'approcha et reposa sa tête sur le genou de Jacob, son poids solide et chaud. La main de Jacob bougea automatiquement, doigts s'enfonçant dans la fourrure épaisse derrière les oreilles de Max. « Tu savais, » il murmura, « n'est-ce pas? » La queue de Max frappa une fois, lente et sûre. Le sommeil ne vint pas facilement. Jacob resta éveillé, souvenir montant non invité. Un autre chien il y a des années, une autre nuit. Ses mains bougeant juste une fraction trop lentement, le souffle qui ne revint jamais. Il serra ses yeux fermés, mâchoire serrée, jusqu'à ce que la mémoire relâchât son emprise. Le matin n'apporta aucun soulagement. Quand Jacob retourna à la clinique, une petite foule attendait dehors. Un reporter se tenait près de l'entrée, microphone à la main, cheveux parfaitement coiffés malgré l'air humide. Il repéra Jacob immédiatement. « Monsieur Miller », il appela, s'avançant. « Est-il vrai que vous avez effectué une technique de réanimation apprise dans l'armée? » Jacob s'arrêta. Il put sentir Max se tendre à côté de lui. Dr. Clean apparut dans l'embrasure de la porte, sa présence ferme. « Ceci est une installation médicale », elle dit brusquement. « Vous devez partir. » Mais la graine avait déjà été plantée. À l'intérieur, Scout resta stable, bien qu'inconscient. La salle de l'USI ronronnait doucement avec des machines. Jacob se tenait près de la vitre,
regardant la montée et la descente de la poitrine de Scout. Il ne ressentit aucun triomphe, aucune fierté, seulement une tranquille, rongeante peur que cette fragile victoire avait ouvert une porte qu'il ne pouvait pas fermer. Dans l'après-midi, l'administration de l'hôpital demanda une déclaration formelle. Une réunion fut programmée. Jacob était assis au bout d'une longue table, Max couché à ses pieds, tandis que les administrateurs parlaient sur des tons prudents, mesurés. Des mots comme enquête, examen et action non autorisée flottaient dans la pièce. Jacob écouta, silencieux. Quand la réunion se termina, Dr. Klein marcha avec lui jusqu'à la porte. « Vous avez fait la bonne chose, » elle dit doucement, « même si le monde ne sait pas quoi en faire encore. » Jacob réussit un faible hochement de tête. Dehors, le ciel s'obscurcit de nouveau, nuages se rassemblant comme si la montagne avait plus à dire. Comme il atteignit son camion, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Il le fixa un instant avant de répondre. « Mon chien a été amené aujourd'hui, » une voix d'homme dit, tendue et désespérée. « Ils ont dit que vous pourriez être là. Ils ont dit que vous êtes celui qui a sauvé l'autre berger. S'il vous plaît, il est en train de s'écraser. Pouvez-vous aider? » Jacob ferma ses yeux. Max leva les yeux vers lui, oreilles en avant, attendant. La nuit vint tôt, se pliant autour de la clinique comme un lourd manteau. Les lumières du parking projetaient de pâles cercles sur le pavé mouillé, et les fenêtres brillaient avec cette fatiguée, artificielle luminosité qui ne se sentait jamais tout à fait réconfortante. À l'intérieur, l'aile des urgences ronronnait de nouveau, pas avec espoir cette fois, mais avec urgence aiguisée en peur. Jacob Miller se tenait juste à l'intérieur du box de l'admission quand les portes éclatèrent ouvertes. 2 personnes se précipitèrent avec une civière entre elles, pluie dégoulinant de leurs manches, voix emmêlées de panique. Sur la civière gisait un autre berger allemand, plus jeune que Scout, maigre et athlétique, son sable manteau glissant d'eau et rayé sombre où du sang avait s'infiltré. Son nom était Copper, quelqu'un dit. 3 envieux, race de travail, trouvés après un retournement sur l'autoroute, projetés contre du métal tordu et du verre brisé. La femme poussant la civière était dans ses débuts de 40 ans, grande et aux épaules étroites, avec des cheveux auburn plaqués à son visage par la pluie. Sa peau était pâle et tendue de choc, taches de rousseur se détachant nettement sur ses joues. Son nom était Emily Harper, la conductrice de Copper. Elle se déplaçait avec la rigide concentration de quelqu'un se retenant par pure volonté, sa mâchoire serrée comme si la desserrer pourrait faire tout s'effondrer. Il respirait, elle dit encore et encore comme une prière. Il respirait quand je l'ai sorti. Derrière elle vint un homme à la carrure trapue et une grise barbe taillée courte, ses yeux cernés de rouge et furieux d'impuissance. Mark Doyle, le conducteur qui avait dévié pour éviter un cerf et perdu le contrôle. Il planait inutilement, mains fléchissant comme s'il pouvait encore attraper le temps et le forcer en arrière. Dr. Sarah Klein apparut instantanément, son calme se mettant en place comme une armure. Elle se déplaça vers la civière, donnant des instructions brèves, ses bruns yeux scannant les blessures de Copper avec brutale efficacité. Traumatisme thoracique sévère, elle dit doucement. Mettez-le sous oxygène maintenant. Jacob s'écarta, sa présence soudainement lourde. Il n'avait pas eu l'intention d'être ici. Il était revenu pour vérifier Scout pour s'assurer que le miracle fragile et non désiré comme l'attention n'avait pas s'effiloché pendant la nuit. Au lieu de cela, le destin avait placé un autre corps sur son chemin. Max se tenait près de la jambe de Jacob, ses oreilles inclinées en avant, narines dilatées. Il regarda Copper avec intense concentration, queue basse comme si reconnaissant un compagnon de travail, un autre chien élevé pour le devoir et l'endurance. Pour un moment, le regard de Max cligna vers Jacob, questionnant, cherchant. Jacob le sentit comme une main pressant contre sa poitrine. La pièce se remplit de mouvements. Oxygène siffla.
Les moniteurs gazouillèrent de manière erratique. La poitrine de Copper se souleva un faible, irrégulier spasme qui comptait à peine comme respiration. Emily plana près du mur, doigts serrés ensemble, jusqu'à ce que ses jointures devinrent blanches. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Copper. Rythme cardiaque en baisse. Un technicien murmura. La bouche du Dr. Klein se serra. Nous le perdons. Emily se tourna brusquement vers Jacob. Alors la reconnaissance alluma l'espoir dans ses yeux comme une allumette frappée dans l'obscurité. Vous, elle dit, voix cassée, vous êtes ce que lui. Ils ont dit, vous avez ramené un chien. Vous avez ramené Scout. Chaque tête tourna. Jacob sentit l'air quitter ses poumons. Il fit un pas en arrière instinctivement, comme si la distance seule pouvait le protéger de ce qu'elle demandait. Je n'ai pas. Il s'arrêta, les mots goûtant faux. Il n'avait pas ramené Scout. Scout était revenu. Il y avait une différence, et cela importait. Emily traversa la pièce en 3 longues enjambées. De près, Jacob put voir le fin tremblement dans ses mains, l'épuisement gravé autour de ses yeux. « S'il vous plaît, » elle dit, baissant sa voix comme si cela pourrait rendre la demande plus douce. « Faites tout ce que vous avez fait. » « S'il vous plaît, Dr. Cleany regarda entre eux, son expression aiguisée de préoccupation. « Jacob, » elle dit soigneusement, « ceci n'est pas la même situation. »« Je sais, » il répondit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais Emily n'entendit que l'espoir. « Vous ne savez pas, » elle insista, le désespoir poussant ses mots plus vite. « Vous ne le connaissez pas. Copper est tout pour moi. Il a sauvé des gens. Il m'a sauvé. » Jacob ferma ses yeux. Un autre souvenir surgit en avant, non invité. Sable dans l'air, chaleur chatoyante. Un chien différent gisant trop immobile sous ses mains. Le visage d'un autre conducteur s'effondrant au ralenti. Le son de sa propre voix disant « Trop tard, trop calme, reste avec moi. » Jacob, Dr. Klein dit de nouveau plus fermement maintenant. « Si ses poumons sont compromis, je sais. » Il répéta, et cette fois le mot sortit rugueux. Le moniteur de Copper hurla, un aigu, plaçon qui trancha à travers la pièce. Emily haleta, un bruit cassé qui semblait déchirer hors de sa poitrine. « Non, » elle dit, secouant sa tête violemment. « Non, non, non. » Jacob bougea avant qu'il ne décide pleinement de le faire. Il s'avança vers la table, main planant au-dessus de la poitrine de Copper. Max se déplaça plus près, muscles tendus, yeux fixés sur le visage de Jacob. La pièce s'immobilisa, tout mouvement s'engouffrant dans ce seul moment. Jacob plaça ses mains là où il les avait placées avant, plus bas, prudent. Il sentit la différence immédiatement. La rigidité sous ses paumes, la fausseté de cela. Il commença la séquence quand même, ses mouvements contrôlés, délibérés, comme si la précision pouvait se substituer à la permission. Sa respiration ralentit, correspondant au rythme qu'il essayait d'imposer sur le corps de Copper. « Allez, » il murmura, pas à Copper, mais à lui-même. « Allez. » Des secondes passèrent, puis plus, rien. Le moniteur resta plat, impitoyable. La poitrine de Copper ne bougea pas. Jacob ajusta, essayant encore une fois, pressant avec de subtils changements, cherchant une étincelle qui refusa d'apparaître. La sueur s'accumula à ses tempes, sa mâchoire se serra jusqu'à ce qu'elle fit mal. Dr. Klein s'avança, plaçant une main sur son bras. « Jacob, » elle dit doucement, « arrêtez. » Il ne bougea pas. « Jacob, » elle répéta plus fermement, « vous ne l'aidez pas. » Emily regarda avec de grands, désespérés yeux. « Continuez, » elle supplia. « Vous ne pouvez pas s'arrêter. Vous l'avez fait avant. » Les mains de Jacob fléchirent. La vérité le pressa de tous côtés, lourde et inévitable. Il connaissait ce corps. Il connaissait cette immobilité. Ceci n'était pas une porte attendant d'être poussée ouverte. C'était un mur. Lentement, douloureusement, il abaissa ses mains. Le silence qui suivit fut absolu. Emily laissa échapper un son qui était presque animal,
un cri brut qui résonna des murs carrelés. Elle trébucha en avant, s'effondrant contre la table, ses doigts se recroquevillant dans la fourrure de Copper, comme si elle pouvait l'ancrer là par le seul toucher. Mark Doyle inclina sa tête, épaules tremblantes, la culpabilité gravée profondément dans les lignes de son visage. Quelqu'un éteignit le moniteur. Jacob recula, ses jambes instables. Il sentit Max pressé contre lui, ferme et solide, le clouant au sol avant qu'il ne puisse couler. La vision de Jacob se brouilla, la pièce s'inclinant légèrement. Il goûta le cuivre, pas le sang, mais la mémoire. Emily leva sa tête soudainement, yeux flamboyants à travers les larmes. « Pourquoi ?» elle demanda, sa voix se brisant sous la tension. « Pourquoi lui et pas Copper? Vous avez ramené l'autre. Vous avez laissé le mien mourir. » L'accusation plana dans l'air, aiguë et injuste et insupportable. Dr. Klein se déplaça entre eux sans hésitation. « Assez, » elle dit, sa voix stable, mais bordée d'acier. Ce n'était pas sa faute. Les blessures de Copper étaient catastrophiques. La colère d'Emily s'effondra aussi vite qu'elle était montée, se froissant en sanglots. Elle se détourna, serrant la tête de Copper, murmurant son nom encore et encore. Jacob ne put regarder. Il se tourna et sortit du box, Max à son côté, le son du chagrin le suivant comme un écho. Il atteignit le couloir avant que ses genoux ne cèdent finalement. Il s'appuya contre le mur, une main calée contre la surface fraîche, respirant difficilement. Max s'assit devant lui et leva une patte, la plaçant doucement sur le genou de Jacob. Le geste était simple, presque maladroit, mais il ouvrit quelque chose en lui. Jacob inclina sa tête, son front reposant brièvement contre le large crâne de Max. « Je suis désolé », il murmura. Il n'était pas sûr à qui. Ils restèrent là un long moment, les bruits de la clinique assourdis par la distance et le choc. Finalement, des pas approchèrent. Dr. Klein s'arrêta à quelques pieds de distance, donnant de l'espace à Jacob. « Scout est stable », elle dit doucement. « Toujours critique, mais stable. » Jacob hocha la tête, bien que le soulagement se sentît distinct. « Je savais, » il dit rauquement, « du moment où je l'ai touché. Je savais que ça ne marcherait pas. » Dr. Klein l'étudia, son regard s'adoucissant. « Alors pourquoi essayer ?» Il avala. « Parce que la dernière fois, je n'ai pas essayé assez vite, » il dit. Les mots sortirent d'avant qu'il ne puisse les arrêter. « Et je me suis promis que je ne ferai jamais ça de nouveau. » Elle ne demanda pas à propos de la dernière fois. Elle n'en avait pas besoin. Elle hocha la tête une fois et le laissa là avec ses pensées. Plus tard, Jacob s'assit dans son camion, la pluie recommençant sérieusement. Max était couché sur le siège, sa tête reposant contre la cuisse de Jacob. Jacob regarda dehors le terrain assombri, les lumières réfléchies se brouillant, entraînées. Le miracle n'était pas revenu, et maintenant la ville se souviendrait de cela. L'incendie s'annonça avant que quiconque ne le voie. Un bas et creux boom qui roula à travers la vallée et fit vibrer les fenêtres de la clinique comme un avertissement des montagnes elles-mêmes. Pour une brève, stupéfaite seconde, le bâtiment sembla retenir son souffle. Alors les sirènes s'élevèrent partout à la fois, lumière rouge traçant à travers les rues mouillées comme la fumée, commença à épaissir l'air de la nuit. Jacob Miller se tenait dans le couloir de l'USI, une main reposant légèrement sur la vitre qui le séparait du lit de Scout. Le chien de sauvetage gisait enveloppé de chaleur, poitrine se levant avec effort, vivant mais fragile. Jacob comptait les respirations, la manière il le faisait, quand son esprit avait besoin de quelque chose de solide à quoi s'accrocher. Au son de l'explosion, il se redressa, chaque muscle se tendant au même instant. Une infirmière passa en hâte, téléphone pressé contre son oreille, voix aiguë d'urgence. Secteur industriel, elle dit à personne en particulier. Incendie d'entrepôt. Effondrement possible. Le pouls de Jacob s'accéléra. Il se tourna automatiquement vers la sortie, puis s'arrêta. Il n'était pas en service. Il n'était pas désiré. Après Copper, la règle non dite était claire.
Restez hors du chemin. Max leva sa tête du sol, oreille la claquant en avant. Le berger allemand se leva, corps tendu, queue basse, yeux brillants d'une intention indubitable. Il regarda de Jacob au corridor et de nouveau, une silencieuse question planant entre eux. « D'où ?» Jacob murmura, bien que sa propre voix manquait de conviction. « Nous ne sommes pas. » Un cri résonna dans le couloir. « Ils ne peuvent pas trouver l'enfant. » Les mots vinrent d'un pompier éclatant à travers les portes, casque sous son bras, visage strié de suie. Il était aux larges épaules et puissamment bâti, sa barbe roussie au bord, yeux vifs avec le genre de focus né de trop de mauvais appels. Son écusson de nom lisait « Capitaine Luis Moreno, nous avons un enfant non recensé, section arrière effondrée. La visibilité s'est partie. » Les mots tombèrent durement. Jacob sentit la familière attraction, le profond instinct ancré qui avait façonné toute sa vie adulte. Alors un autre sentiment monta tout aussi vite. Doute, le souvenir de Copper, l'accusation, la certitude que les gens attendaient qu'il échoue de nouveau. Max n'hésita pas. Il se déplaça vers la sortie, puis s'arrêta, se retournant vers Jacob. Ses yeux ambrés se fixèrent sur le visage de Jacob, stable et sans cligner. Il n'y avait pas de panique, l'un, pas de confusion, seulement confiance. Le souffle de Jacob s'arrêta. « Vous n'êtes pas prêt », il murmura, bien qu'il n'était pas sûr s'il voulait dire Max ou lui-même. Capitaine Moreno les repéra et s'arrêta. Son regard tomba sur Max, saisissant la taille, la posture du chien et l'inconfondable focus de chien de travail. « C'est le vôtre ?» il demanda rapidement. « Oui, » Jacob dit, « il est entraîné. » Moreno étudia Jacob pendant un battement plus longtemps, lisant la rigide posture, les yeux fatigués, le poids de quelque chose de non dit. « Nous n'avons pas le temps de discuter, » il dit finalement. « Si votre chien peut suivre, je prendrai toute aide que je peux obtenir. » La nuit dehors était le chaos. Les flammes griffaient le ciel de l'extrémité du parc industriel. Lumière orange vacillant contre une fumée ondulante. Les camions de pompiers encombrèrent la route d'accès étroite. Des travailleurs se tenaient en grappe, visage pâle et strié de cendres, voix montant et descendant en fragments paniqués. Jacob s'accroupit à côté de Max, attachant un gilet de soutien autour de la poitrine du chien pour protéger ses côtes. Max se tint patiemment, muscles frémissant d'énergie retenue. « Lent », Jacob lui dit doucement. « Prudent. » Ils entrèrent par une porte latérale, chaleur pressant contre eux comme une chose vivante. La fumée s'enroula épaisse et basse, piquant les yeux de Jacob, brûlant sa gorge. À l'intérieur, le bâtiment gémit, métal claquant, et se déplaçant comme les flammes mâchaient à travers les poutres de soutien. Max bougea le premier, nez bas, queue raide, les guidant à travers les débris avec une précision au pas sûr. Capitaine Moreno suivit de près, lampe de poche coupant un étroit chemin à travers la fumée. Dernière observation de caméra le plaça près du quai de chargement. Moreno dit, voix élevée. 8 ans vieux courut en arrière cherchant son père. Jacob hocha la tête, bien que sa concentration était entièrement sur Max. Le chien s'arrêta soudainement, renifla l'air, puis vira à gauche vers une étagère effondrée. Il gémit doucement, urgent, mais contrôlé. Le cœur de Jacob martela. Il tomba sur un genou, balayant les débris de côté avec des mains gantées. Sous du métal tordu et des boîtes tombées, gisait une petite figure immobile. Un garçon mince et strié de suie, cheveux emmêlés à son front, un bras épinglé maladroitement sous lui. « Trouvé !» Moreno cria dans sa radio. Jacob atteignit le garçon en premier. Il chercha un pouls et ne trouva rien qu'il pouvait faire confiance. La poitrine de l'enfant était toujours inhalation de fumée. Son esprit fournit froidement, sévère. Le temps glissait. Pour une fraction de seconde, Jacob se figea. Le poids du passé le pressa, lourd et paralysant.
Les voix de la clinique résonnèrent dans sa tête. Pourquoi lui et pas Copper? Et s'il essayait de nouveau et échouait? Et si cette fois il n'y avait pas de seconde chance? Max donna un coup de coude au bras de Schwab, ferme et insistant en accompagnement. La respiration du chien était laborieuse mais régulière, yeux fixés sur Jacob avec une certitude inébranlable. Ce n'était pas un commandement. C'était un rappel. Jacob avala difficilement. Il positionna le garçon soigneusement, dégageant les voies respiratoires, inclinant la tête juste assez. « Reste avec moi », il murmura, les mots venant automatiquement maintenant. Il ajusta ses mains, plus doucement qu'avant, conscient de la plus petite stature de l'enfant. Ceci n'était pas la même technique. Ça ne pouvait pas l'être. Il tira de plus vieilles formations, leçons apprises dans des endroits où la fumée et les décombres avaient été des compagnons constants. Il commença des compressions, lentes et précises, se concentrant sur le rythme et la retenue. Entre les mouvements, il appliqua une pression ciblée le long de la cage thoracique, stimulant la respiration réflexe. La fumée brûla ses poumons. La sueur piqua ses yeux. Mais il ne s'arrêta pas. « Allez », il murmura, juste un souffle. Des secondes s'étirèrent insupportablement longues. Puis faiblement, la poitrine du garçon palpita. Le souffle de Jacob s'accrocha. Il se pencha plus près, écoutant. Une autre faible inspiration suivit, humide et faible, mais réelle. « Il respire », Jacob cria. Moreno jura de soulagement. « Nous l'avons. Sortez-le. » Ils bougèrent vite. Les ambulanciers prirent le relais dehors, masques à oxygène se mettant en place comme le garçon fut chargé sur une civière. Une femme aux cheveux foncés, tirée en une queue de cheval serré. Ambulancière Jenna Lee, petite mais solidement bâtie, yeux calmes et évaluants, vérifia les signes vitaux avec des mains efficaces. « Le pouls est faible », elle dit. « Mais il en a un, vous l'avez ramené. » Jacob s'écarta, jambes tremblantes. Max se tenait pressé contre lui, queue remuant une fois, lente et sûre. Au-dessus d'eux, montée sur le mur de l'entrepôt, une caméra de sécurité clignota rouge, sa lentille inclinée directement à l'endroit où Jacob s'était agenouillé. La lumière était stable, sans cligner, enregistrant tout. Jacob ne le remarqua pas. Il regardait les portes de l'ambulance se fermer, regardant la civière disparaître dans les lumières clignotantes. La réalité de ce qui venait d'arriver s'enfonçant pièce par pièce. Capitaine Moreno frappa une main sur l'épaule de Jacob, bref mais sincère. « Vous avez sauvé cet enfant », il dit. « Quoi que vous ayez fait, ça a marché. » Jacob secoua sa tête faiblement. « Il s'est sauvé lui-même », il répondit. « Je n'ai juste pas abandonné. » L'incendie faisait rage derrière eux, mais pour un moment, au milieu des sirènes et de la fumée, il y avait une poche de calme où quelque chose de fragile et de bon avait survécu. Le matin arriva doucement, comme si la ville elle-même avait appris à marcher plus doucement. La lumière du soleil glissa à travers des nuages s'amincissant et se posa sur les montagnes en pâle couche d'or, réchauffant des rues qui avaient connu trop de lumière de sirène ces derniers jours. Ashridge se réveilla avec un différent genre de silence. Pas le silence tendu de la peur, mais le calme hésitant qui suit la survie. Jacob Miller était assis sur le bas-banc dehors de la clinique vétérinaire, coude reposant sur ses genoux, une tasse de café en papier refroidissant intouchée dans ses mains. Il semblait plus vieux que ses 35 ans dans la lumière matinale, les lignes autour de ses yeux plus profondes, ses épaules lourdes avec le résidu de nuit qui avait refusé de le laisser se reposer. Pourtant, il y avait quelque chose d'autre là maintenant, quelque chose de nouvellement ancré. Il ne se préparait plus à l'impact. Il attendait. À ses pieds, Max gisait étiré, large poitrine se soulevant régulièrement, oreilles détendues pour la première fois depuis des jours. Le pelage du berger allemand attrapa la lumière du soleil. Fourrure noire et feu tachetés de poussière grise qui s'accrochaient encore obstinément de l'incendie. Ses yeux suivaient chaque mouvement.
mais sans tension. Il avait fait son travail, il le savait. À travers le terrain, un petit groupe s'était rassemblé sans annonce ni coordination, attiré par la tranquille attraction de choses inachevées. Une femme se tenait près de l'entrée, sa posture prudente, mains jointes à sa taille. Elle était dans ses débuts de 40 ans, grande et mince, avec des cheveux châtains coupés juste en dessous de ses épaules et une peau pâle de nuit sans sommeil. Ses yeux, doux bruns, cernés de rouge, ne quittèrent jamais Jacob. C'était Emily Harper. Le chagrin qu'elle portait de la perte de Copper vivait encore dans sa posture, mais il ne s'aiguisait plus en colère. Il s'était adouci en quelque chose de plus proche de la compréhension. Elle hésita avant d'approcher, puis s'avança. « Jacob », elle dit doucement. Sa voix ne tremblait plus, mais elle portait du poids. « Je voulais vous dire, je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'avais tort. » Jacob leva les yeux, rencontrant son regard. Il hocha la tête une fois. « Je sais », il dit simplement. Il n'y avait pas de triomphe dans son ton, pas d'absolution, demandée, juste acceptation. Derrière elle, un homme attendait quelques pas en arrière, main dans les poches de sa veste usée. Il était dans ses 50 ans, au cou épais, avec des cheveux grisonnants et un visage vieilli par des années de travail physique. Son nom était Tom Reynolds, le grand-père du garçon. Il était arrivé à la clinique juste après l'aube, yeux creux de peur, portant une nouvelle qui s'était répandue plus vite que la fumée. Son petit-fils était vivant. Tom s'avança maintenant, enleva sa casquette et la tint maladroitement contre sa poitrine. « Ils m'ont dit ce que vous avez fait. » Il dit, voix rauque mais stable. « Dans cet entrepôt, si vous n'aviez pas, enfin... » Il avala difficilement. « Merci. Ne se sent pas assez grand, mais c'est tout ce que j'ai. » Jacob se leva, sentant Max se lever à côté de lui. Il se battit. Jacob dit, « C'est ce qui compte. » Tom hocha la tête, yeux brillants. « Il est tout le monde de ma fille, » il dit. « Et maintenant, il peut être cela de nouveau. » De l'intérieur de la clinique, les portes vitrées s'ouvrirent. Dr. Sarah Klein sortit, sa blouse blanche déboutonnée, cheveux non plus tirés serrés, mais lâchement rassemblés à la nuque de son cou. À la lumière du jour, elle semblait plus fatiguée que formidable, mince au dos droit, avec de faibles taches de rousseur visibles sur son nez. Elle avait passé des décennies à apprendre comment séparer l'émotion du devoir, mais les dernières 48 heures avaient testé cette discipline. Scout est éveillé, elle dit doucement. Le mot bougea à travers le petit groupe comme un souffle retenu relâché. Jacob sentit sa poitrine se serrer, soulagement assez aigu pour piquer. Il suivit Dr. Klein à l'intérieur, Max marchant à son côté, ongles claquant doucement sur le carrelage. Scout gisait dans la salle de l'USI, calé soigneusement sur des supports rembourrés. Ses yeux étaient ouverts maintenant, sombres, intelligents, encore émoussés par la douleur, mais indéniablement présents. Des tubes traçaient de tranquilles chemins à travers son corps, machines murmurant doucement autour de lui. Quand Jacob s'approcha, le regard de Scout se déplaça, puis se posa sur lui avec effort. Sa queue bougea une fois, un faible, délibéré mouvement. Jacob s'agenouilla lentement, posant sa main sur le bord du lit. « Doux », il murmura, le mot portant plus de gratitude que d'instruction. Dr. Klein regarda l'interaction depuis l'embrasure de la porte, bras croisés lâchement. « Il va récupérer », elle dit. « Ce ne sera pas rapide. Il y aura de la thérapie, des limitations, mais il est fort. » Jacob hocha la tête. Force, il comprit. À midi, l'histoire avait dépassé la ville. Des fourgonnettes de nouvelles bordaient la route, leur logo brillant et insistant. Des caméras inclinées vers la clinique, des reporters parlant dans des microphones avec une urgence pratiquée. Des mots comme miracle et controverse furent répétés à parts égales. Jacob se tenait à part de tout cela. Max prêt, le bruit le submergeant sans s'installer. À l'intérieur d'une petite salle de conférence, les administrateurs de l'hôpital se rassemblèrent avec Dr. Klein et une femme qui se portait avec une tranquille autorité.
Dr. Helen Ward était dans ses débuts de 50 ans, grande et composée, avec des cheveux striés d'argent coupés courts et des yeux qui ne manquaient rien. Elle représentait un programme national d'urgence K9. Sa présence, le résultat d'images qui avaient déjà commencé à circuler bien au-delà d'Ashridge. Nous avons examiné l'enregistrement de sécurité, Dr. Ward dit, pliant ses mains soigneusement sur la table. Le sauvetage de l'enfant fut conduit dans des paramètres d'urgence acceptables. Il n'y eut pas de comportement imprudent. La tension dans la pièce s'adoucit presque imperceptiblement. Dr. Clean expira, et l'incident précédent, elle demanda. L'expression du Dr. Ward s'adoucit. La perte du deuxième chien fut tragique, elle dit, mais inévitable. Aucun protocole n'aurait changé ce résultat. Quand Jacob fut appelé dans la pièce, il écouta plus qu'il ne parla. Il ne se défendit pas. Il n'expliqua pas la technique en détail. Il parla seulement une fois quand Dr. Ward demanda pourquoi il avait agi du tout. Parce que quelqu'un avait besoin d'aide, Jacob dit. Et j'étais là. En fin d'après-midi, l'annonce fut faite doucement. Jacob ne ferait pas face à une action disciplinaire. L'hôpital reconnaîtrait formellement son rôle dans le sauvetage. Et s'il le souhaitait, il y aurait une opportunité de contribuer soigneusement, responsablement, à des programmes de formation axés sur la sécurité canine et du conducteur dans des conditions extrêmes. Jacob considéra l'offre en silence. La cérémonie fut modeste, tenue à la mairie 2 semaines plus tard. Il n'y avait pas de bannière, pas de fanfare, juste des chaises pliantes, un petit podium et des gens qui avaient été changés par ce qui était arrivé. Scout, encore en convalescence, gisait à proximité avec la main d'un conducteur reposant doucement sur son dos. Max s'assit fièrement aux côtés de Jacob, oreille haute, posture calme. Quand le nom de Jacob fut appelé, il se leva, la pièce se levant avec lui. Des applaudissements rempliront l'espace, non pas retentissants, mais sincères. Dr. Clean présenta à Scout un simple ruban, sa voix stable malgré l'émotion qu'elle portait. Pour la résilience, elle dit, et pour nous rappeler pourquoi nous faisons ce travail. Jacob se vit d'offrir une plaque à lui. Il l'accepta avec un hochement de tête, puis la posa soigneusement de côté, sa main reposant instinctivement sur la tête de Max. « Je n'ai pas besoin de cela, » il dit doucement, voix portant à travers la salle. « Mais je suis reconnaissant. » Après, comme les gens s'écoulèrent dans la douce soirée, Emily s'approcha de nouveau, cette fois avec un petit sourire hésitant. « Scout a de la chance, » elle dit. « De même cet enfant. De même nous. » Jacob regarda Max se pencher dans son toucher quand elle tendit la main pour gratter derrière ses oreilles. « Nous sommes juste restés, » Jacob répondit. « C'est tout. » Les semaines qui suivirent s'installèrent dans un nouveau rythme. Jacob déclina la plupart des interviews. Au lieu de cela, il passa ses jours à une modeste installation d'entraînement au bord de la ville, aidant à réhabiliter des chiens de travail blessés en service. Le travail était calme, délibéré et profondément familier. Max resta à son côté, plus âgé maintenant, son mouvement plus lent, mais sa présence inébranlable. Un soir, comme le soleil plongeait derrière les montagnes, Jacob s'assit sur le porche du petit centre qu'il avait aidé à établir. Le bâtiment était simple, la peinture encore fraîche, un lieu non de miracle, mais de patience. Max gisait à côté de lui, fourrure chaude sous la main de Jacob. Le monde se sentait vaste et gérable de nouveau. « Nous n'avons pas tout sauvé, » Jacob murmura, plus à lui-même qu'au chien. La queue de Max frappa une fois, stable et sûre. Jacob sourit faiblement. Mais nous ne sommes pas partis. À la fin, le miracle ne fut jamais juste le souffle qui revint ou le battement de cœur qui refusa de s'éteindre. Le vrai miracle fut le courage de rester quand tout disait de partir. Dieu ne répond pas toujours à nos prières avec tonnerre ou feu. Parfois, il répond avec des mains fermes dans des moments de peur. Parfois, il répond à travers un loyal compagnon qui refuse d'abandonner. Et parfois, il répond en nous rappelant que l'amour, la persévérance et la foi ont encore du pouvoir dans un monde rapide à se rendre. Dans nos vies de tous les jours,
Nous tous faisons face à des moments où l'espoir se sent épuisé, quand la logique dit que c'est fini, quand le monde nous dit d'arrêter d'essayer. Mais peut-être la foi n'est pas à propos de la certitude. Peut-être la foi est simplement choisir d'essayer une fois de plus. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la afin que d'autres puissent sentir l'espoir de nouveau. Laissez un commentaire et dites-nous à propos d'un moment où la foi vous a porté à travers. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de courage, compassion et seconde chance. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous rappelle chaque seul jour que des miracles arrivent encore. Amen.